Aujourd'hui, nous aborderons plusieurs sujets ensemble. Et pour n'en citer que quelques-uns, premièrement, pour remettre les bases, on va essayer de redéfinir ce que c'est que la conformité by design. Et on va essayer aussi de regarder quels défis sont associés à cette notion. On balayera ensuite et on développera l'évolution des rôles et responsabilités entre première et deuxième ligne de défense, ou encore l'investissement nécessaire par rapport aux gains potentiels. Bonjour Philippe. Et donc, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Philippe Régnier, le CEO de Weekend Group, Cyril Patou, VP Sales de ID Now, Jean Méplon, Deputy Head Compliance du groupe Crédit Agricole, et Anne-Sophie Doudet, Head of Compliance de Nickel. Donc, si vous le voulez bien, on démarre avec les questions. Donc, comme je vous l'ai dit, pour amorcer l'échange, nous allons démarrer sur la question de la définition de la conformité by design et comment chacun l'applique à son échelle dans son organisation. Pour démarrer, je vais poser cette question à Anne-Sophie. Alors moi, la conformité by design, je la définirais d'abord comme l'intégration dès le lancement d'un projet de l'évaluation des risques réglementaires et des risques de conformité liés au projet afin d'embarquer dans les différentes phases du projet l'ensemble de ses composantes. Et donc ça signifie particulièrement chez Nickel, en fait, la sollicitation des experts conformité dès le début du projet par une vision précise de l'attendu et une validation, en tout cas une opinion de la conformité sur tout ce qui est développé au fur et à mesure du projet, pour être sûr qu'à la fin, on ait un projet qui couvre les risques de conformité bien sûr, mais surtout qui soit aussi efficace opérationnellement. Merci Anne-Sophie. Jean, quelle est ton opinion ? Je partage à 100% ce que tu viens de dire. J'ajoute juste que la conformité, c'est un domaine très large et gazeux, c'est-à-dire qu'il s'étend d'année après année, avec tous les domaines de la sécurité financière, bien sûr les programmes de sanctions internationales, la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude, la protection de la clientèle, etc. Et tous les domaines de l'ESG qui arrivent très très fort avec beaucoup de réglementation sur le sujet. Donc on a ce scope-là et donc par rapport à ça, moi ce que j'ajoute, c'est qu'il faut être perpétuellement en veille sur ce qui se passe, en veille sur les évolutions réglementaires de façon à pouvoir anticiper. Parce que pour faire ça, pour être du coup dès le départ dans les projets, il faut être en amont, il faut avoir compris ce qui se passe et disons voilà, parer les coups quand ils arrivent. D'autre part, je dirais également, et ça sera mon deuxième point, qu'il faut en conformité native ou en compliance by design avoir cet état d'esprit orienté client, résolument business. Donc c'est bizarre quand on est dans les fonctions de contrôle de dire ça peut-être, mais c'est cet état d'esprit-là qu'il faut avoir. Et puis avoir aussi à l'esprit la volonté de simplifier la vie des collaborateurs. Et à la fin de la journée, si on simplifie les choses pour les clients, si on simplifie les choses pour les collaborateurs, eh bien la réglementation sera bien implémentée et on espère que nos régulateurs seront satisfaits. Merci Jean. Et maintenant, si je me tourne vers un innovateur. Pour vous, c'est quoi la définition chez Weekend ? Merci beaucoup et désolé pour le retard, la ponctualité suisse, c'est plus ce que c'était. Pour moi, donc, la conformité by design, comme ça a été dit, hein, c'est intégrer la conformité dès le début dans un mode de co-création, dans l'intégralité des projets d'une institution financière. Maintenant, je vais parler de quelque chose qui nous intéresse plus chez Weekend, c'est les données KYC et KYB. Et pour moi, un élément essentiel de la conformité par design, c'est le fait qu'une institution financière ait à tout moment la maîtrise des données concernant ses clients, que ce soit des données KYC, Know Your Client, des données KYB, Know Your Business, qu'elles soient toujours à jour et qu'elles puissent être exploitables pour comprendre qui sont nos clients, quels sont leurs risques. Ça paraît une évidence comme ça, mais quand vous regardez la plupart des institutions financières, grandes ou pas grandes d'ailleurs,
une chaîne de valeur KYC complètement maîtrisée, end-to-end, de manière efficace et pour des coûts raisonnables, c'est beaucoup plus l'exception que la règle. Ce qu'on voit très régulièrement, c'est que les process de collecte de données KYC sont très manuels, très ad hoc, il y a énormément d'allers-retours, les mêmes données sont demandées plusieurs fois, il peut y avoir plusieurs versions d'une donnée dans les bases de données d'une institution financière. Et ce qui n'est pas idéal parce que c'est frustrant pour les clients, c'est extrêmement coûteux pour l'institution financière, c'est frustrant aussi pour les employés de l'institution financière qui savent pas s'ils peuvent vraiment se fier aux données qu'ils voient. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez répandu. Donc nous, Wecan, on est une société spécialisée dans la gestion des données de conformité dans le domaine des services financiers, donc une RegTech. On fait un certain nombre de choses, mais notre produit phare, il s'appelle Wecan Comply, que vous pouvez envisager un peu comme une plateforme ou une marketplace d'échange de données de conformité entre beaucoup d'institutions financières. Et ça adresse le problème essentiel de la collecte de la donnée KYC. Ce n'est pas le seul élément de la value chain KYC. Il y a aussi beaucoup d'autres éléments, et ça, on les adresse via un concept qu'on a créé qui s'appelle le Wecan Comply Ecosystem. C'est le fait d'être intégré, que Wecan Comply soit intégré dans toute une nébuleuse de RegTech qui couvre d'autres building blocks de cette chaîne de valeur, que ce soit des solutions de contract management digital, des solutions de signature électronique, etc., etc. Et grâce à tout ça, on offre tous les building blocks requis pour digitaliser une chaîne de valeur KYC, et on aide nos clients donc à le faire et à augmenter l'operational efficiency de cette chaîne de valeur. De manière très pratique, il y a une centaine d'institutions financières qui nous utilisent aujourd'hui. Parmi elles, certaines des plus grandes banques de gestion de fortune suisses, et pas que, mais des noms comme Pictet, Lombard-Odier, Edmond Rothschild, Jules Verne, etc., etc. Donc voilà. Et de ce point de vue-là, on participe à notre petite échelle à la conformité by design. Merci beaucoup. Je vais passer à la question suivante. Maintenant qu'on a bien tétoré cette notion de conformité by design, j'aimerais vous poser la question qui va avec, qui va bien. Donc, quels sont les défis selon vous associés, et puis comment maintenir un bon niveau de conformité by design, que ce soit donc pour les institutions financières, et là je me tourne vers Jean, et ensuite pour un innovateur, je me retournerai de nouveau vers Philippe. Alors, pour les institutions financières et les banques, il y a deux défis. Il y en a un qu'on a abordé tout à l'heure, c'est le défi du suivi, de la réglementation, de l'anticipation. Et la table ronde précédente a évoqué le sujet avec vraiment tout l'intérêt de l'intelligence artificielle pour capter les impacts, c'est-à-dire les impacts des évolutions réglementaires à venir sur les normes, sur les procédures. Et le deuxième sujet, c'est d'être up-to-date en matière de technologie, parce que là, ça bouge très 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 vite, et parfois beaucoup plus vite que la réglementation encore. Donc, et c'est clé, parce que c'est ça qui va faire qu'on va capter les innovations qui vont nous permettre de simplifier et de décomplexifier. Et puis, il y a aussi des game changers, c'est le troisième point, qui arrivent comme ça. J'en cite deux. Qui, moi, en tout cas, m'apparaissent clés. Le premier, c'est l'identité numérique européenne, qui est en cours de conception au niveau de la Commission. C'est assez résolu. Il y a des consortiums, dont on fait partie d'un consortium qui s'appelle Potential, d'ailleurs, qui teste cette identité numérique européenne. Donc c'est comme ça qu'on anticipe aussi. Voilà. Et puis le deuxième, qui fait un peu controverse et débat au niveau des établissements financiers, c'est l'euro numérique. Mais s'il arrive, ça sera aussi un vrai game changer. Il va falloir s'adapter à ça. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Et du coup, Philippe, pour vous, en tant qu'innovateur, c'est quoi les défis de la conformité by design ? Pour moi, on revient sur la notion de conformité complètement intégrée au business. Et ça, si tu me le permets, je vais essayer de répondre aussi sur la base de mes expériences passées. Avant d'être CEO de Wecan Group, j'étais responsable de la stratégie digitale d'UBS. Et donc, j'étais assez souvent confronté à ces sujets. Et pour moi, en fait, le concept d'une conformité intégrée, c'est une évidence. On avait créé à l'époque une organisation de delivery produit qu'on appelait la Agile Delivery Organization,
qui était donc une organisation de delivery pour produits qui respectait les principes agiles et dans laquelle la conformité ainsi qu'un certain nombre de fonctions support étaient impliquées dès le début pour créer des produits en mode co-création avec d'autres fonctions qui étaient traditionnellement impliquées comme la tech, le business, etc. Et pour moi, c'est vraiment la façon de faire la plus appropriée. Il y a un caveat à ça, mais qui a un caveat assez important, c'est avant d'avoir cette Agile Delivery Organization, parfois on avait un excès qui était un peu de créer des produits, mais dans le process de création, le filtre de la conformité était tellement fort que le produit qui en résultait, in fine, on avait l'impression que c'était quasiment plus un produit qui avait été créé pour être compliant qu'un produit qui avait été créé pour résoudre un problème client ou adresser un besoin client identifié. Et la résultante de ça, c'est que c'est bien d'avoir un produit compliant, mais si personne l'achète, ça ne sert à rien. Je vous donne un exemple précis. On avait lancé, à l'époque où j'étais chez UBS, un robo-advisor qui s'appelait Smart Wealth au Royaume-Uni. Et le produit était vraiment bien. La UX était bien, les mandats qui étaient inclus dedans performaient bien, ils étaient connus. Le pricing était bien, les fees étaient faibles, les services associés étaient bien. Donc il y avait vraiment une USP très différenciante qui, en théorie, aurait dû trouver sa place dans le marché. Le problème, c'était que le parcours d'onboarding client était mais d'une complexité sans nom, avec une quinzaine d'étapes qui allaient d'ailleurs bien au-delà des expectations du régulateur britannique. C'est ce qu'on appelle le UBS Finish, qui était quasiment des choses qu'on s'imposait à nous-mêmes. Donc bref, parcours client super compliqué, parcours d'onboarding super compliqué, qui a amené à ce que tous les clients tous les clients à venir qui rentrent dans ce parcours d'onboarding, on avait un drop-out rate de l'ordre de 75%. Donc 3 clients sur 4 qui commençaient ce parcours ne le terminaient pas et n'utilisaient jamais le produit. Et du coup, en un an, on a fermé la plateforme. Et c'est des expériences similaires à celle-ci qui ont amené à la création de cette Agile Delivery Organization et à ce process de co-création. Donc pour revenir au concept de conformité intégrée, pour moi, il y a 2 éléments. Il y a le fait de les impliquer dès le début, en mode co-création, et qu'ils aient autant leur voix que tous les autres départements et parties qui sont impliqués dans le process de co-création. Et le deuxième, c'est de véritablement faire en sorte que toutes les fonctions qui sont impliquées dans ce process de co-création, y compris la conformité, aient un incentive, un built-in incentive au fait qu'il y ait un succès commercial du produit. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. En parlant de défis, moi, je ne peux pas m'empêcher de poser la question, finalement, du point de vue du régulateur et des organes de direction, voire même de la LOD2. Comment elles réagissent face à ces évolutions technologiques et est-ce qu'elles ont un niveau de flexibilité suffisant pour pouvoir absorber ces évolutions technologiques? Et là, je me tourne vers Jean. Là, on parle des directions, c'est ça pour bien... oui, les directions, ouais. les régulateurs, la LOD2 aussi. Okay. Toutes ces personnes-là qui sont un peu, parfois, rigides quand on parle de réglementaire et d'évolution. Alors après, bon, pour les directions, c'est vu de ma fenêtre. Hein, donc voilà, après chacun a son opinion au sein de son établissement. Mais vu de ma fenêtre au Crédit Agricole, et si on est là aujourd'hui, c'est pour ça, il y a un vrai support pour l'innovation et la technologie, justement par ce souci de simplifier la vie des clients, de simplifier la vie des collaborateurs, et à la fin, aussi d'être utile à la société, parce que la conformité, au fond, est utile à la société, ne serait-ce que voilà, quand on lutte contre la fraude, etc. Bon, il y a cette forme d'utilité. Donc mettre des moyens et investir, ça a du sens, et ça c'est bien compris par les directions. Maintenant, si on parle des régulateurs ou des superviseurs, il y a un intérêt qui est fort également. C'est clair. Les superviseurs investissent eux aussi dans l'innovation, la technologie. Ils investissent fortement. Ils se dotent d'équipes expérimentées, notamment sur la data. Il n'y a pas que les audits des établissements financiers qui le font. Et nous sommes amenés, au niveau de la place française en tout cas, à échanger avec eux. Parce qu'ils sont intéressés par ce que nous faisons et on est intéressé par ce qu'ils font également. Voilà. Merci beaucoup.
Ma prochaine question concerne les évolutions de rôle que peut amener le changement de paradigme qu'amène la technologie. Dans ce contexte d'évolution rapide, encore incertain quand même un peu, quel rôle, selon vous, devra jouer la première ligne de défense de demain, et puis quel nouvel équilibre devra-t-on trouver entre première et seconde ligne de défense? Anne-Sophie, je démarre par vous pour cette question. Alors pour moi, les rôles de la LOD1 et de la conformité aux fonctions de contrôle ne changera pas. En revanche, la conformité reste le garde-fou, celui qui doit savoir dire non par moment quand il faut, mais qui doit aussi, en lien avec les évolutions technologiques, la pression constante des régulateurs, renforcer son rôle de conseil et de partenaire du métier. Et donc la conformité doit plus orienter ses actions, je pense, vers de la pédagogie, la formation de la LOD1 du métier, aux grands enjeux de conformité et de réglementation, et comme disait Jean tout à l'heure, est un peu avant-gardiste sur ce qui va arriver pour pouvoir anticiper, pour mieux responsabiliser la LOD1 sur son rôle, puisque la LOD1 reste responsable des risques qui sont liés à la conduite des activités. Et donc, pour être nécessaire, il faut être proche du métier, comprendre ces grands enjeux et être perçu comme un contributeur à la pérennité des activités et à la conduite sereine des activités, tout en gardant l'indépendance de jugement. Alors Anne-Sophie, je suis désolée, j'ai sauté 3 questions. Donc je vais retourner un peu en arrière, mais c'est pas grave, je la reposerai pas tout à l'heure, celle-là. Je suis navrée. Et d'ailleurs, je voulais rebondir. Donc, Jean, vous avez évoqué une notion importante tout à l'heure, qui est l'anticipation, qui est donc un défi important en fait dans cette notion de conformité by design. Et du coup, là, je voulais me tourner en fait vers les RegTech pour leur demander comment elles s'organisent pour réussir à garder une longueur d'avance vis-à-vis des solutions proposées. Et est-ce qu'elles pensent, de leur point de vue, pouvoir permettre aux institutions d'atteindre l'objectif du contrôle invisible? Et là, je donne la parole à Cyril, à qui je n'ai pas donné la parole jusque-là. Désolée, Cyril. Non, aucun problème. Donc, le contrôle invisible, c'est le Graal, puisque donc chez IDINO, on travaille sur la vérification d'identité à distance et l'identité numérique, qui a été évoquée tout à l'heure. On travaille conjointement avec nos clients sur la construction de parcours digitaux ou en boutique. Donc si je vous donne un exemple, vous avez une filiale du Crédit Agricole qui lance une nouvelle offre digitale pour créer un compte en ligne. Vous souhaitez avoir un maximum de taux de conversion, c'est-à-dire que vos clients ou vos prospects, quand ils engagent sur un parcours digital, vont jusqu'au bout. L'expérience utilisateur est clé, la fluidité du parcours et le nombre d'étapes également pour aller jusqu'au bout et garder le prospect engagé. Quand vous avez un client un samedi après-midi en boutique qui voudrait souscrire directement un prêt chez Sofinco par exemple, de la même manière, vous souhaitez que ce soit rapide et que le client en face de vous puisse assez rapidement bénéficier de ses achats. Donc vous avez d'un côté une problématique d'expérience utilisateur qui est, je pense, la problématique majeure des business dans le monde digital. Et de l'autre côté, vous avez la conformité. On a parlé tout à l'heure de conformité LCBFT, donc lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Et donc l'enjeu, c'est de permettre aux acteurs, aux opérateurs de digitaliser leur métier, tout en gardant un niveau de confiance, un niveau de confiance qui soit suffisamment important pour pouvoir justement lutter contre ces problèmes. Donc il y a des réglementations qui sont mises en place, qui s'adressent aux acteurs comme IDINO pour proposer des solutions qui sont certifiées, qui utilisent des modules certifiés, qui proposent notamment de digitaliser les process. Donc vous n'avez plus besoin de demander à vos utilisateurs, quand ils sont en ligne, de venir en boutique prouver leur identité. Donc ça, c'est déjà un point d'avant. Mais on est encore loin du contrôle invisible, puisqu'il faut faire un certain nombre d'actions, montrer sa carte d'identité, prouver qui on est, montrer qu'on est une personne physique, qu'on est la bonne personne, etc. Donc, tout l'enjeu, c'est de tirer parti des nouvelles technologies, travailler avec les organismes de normalisation, donc FIDO, Alliance, ETSI, etc., travailler avec les organismes financiers également européens comme l'IBA pour trouver le juste milieu entre efficience business et conformité, et s'appuyer sur les nouvelles technologies comme notamment l'intelligence artificielle qui va permettre d'accélérer les analyses et proposer des verdicts qui sont fiables beaucoup plus rapidement pour les utilisateurs. Merci Cyril. Et vous, Philippe, du coup, quel est votre avis sur la question ? Comment vous faites pour permettre aux institutions d'anticiper
Et puis, est-ce que vous pensez pouvoir leur permettre d'atteindre le contrôle invisible? Ouais. Donc sur cette partie anticipation, avoir un coup d'avance, etc., nous, enfin, on a une approche, une philosophie qui est assez simple. Hein. Notre objectif, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est de permettre à nos clients de mieux gérer les chaînes de valeur, KYC et KYB. Et de ce point de vue-là, on regarde, on a une veille systématique des nouvelles technologies. Donc, à la base, notre ADN, c'est la blockchain, mais maintenant, on regarde, et on utilise d'ailleurs quotidiennement l'intelligence artificielle pour répondre à cet impératif. Et bon, après, évidemment, quand on est une tech scale-up, pour défendre les grandes institutions financières, quand on est une tech scale-up, on peut mécaniquement avancer beaucoup plus vite parce que, les chaînes de décision sont extrêmement courtes, et deux, notre infrastructure IT nous permet d'avoir des release cycles très courts et de sortir des nouvelles features tout le temps, ce qui est beaucoup plus complexe dans une grande institution financière. Donc on a aussi un peu ce built-in advantage que n'aurait pas, qui est spécifique au tech scale-up. Maintenant, sur le point du contrôle invisible, moi, ma conviction, dans le contexte de ce qu'on fait, c'est que, bon, évidemment, les compliance officers auront toujours un rôle à jouer dans la chaîne de valeur KYC, un rôle probablement sur des tâches de plus en plus à valeur ajoutée, parce que les tâches moins à valeur ajoutée, on pourra progressivement les faire évoluer vers une notion un peu de contrôle invisible. Je donne deux exemples dans le cadre de ce qu'on fait. Un qui est déjà opérationnel aujourd'hui sur la plateforme We Can Comply, et l'autre qui est dans notre product roadmap, mais qui n'est pas opérationnel encore. Le premier, c'est le concept de KYC perpétuel ou de reusable KYC. L'idée aujourd'hui, c'est que quand vous êtes un client final, que vous remplissez un KYC et que vous l'envoyez sur la plateforme We Can Comply, c'est revu par la compliance de la banque à qui vous l'avez adressé, validé. Mais une fois que le KYC est validé, il est disponible sur la plateforme et réutilisable par l'intégralité des banques qui ont également ce client dans leur book de clients. Ce qui fait que quand vous travaillez dans une des autres banques, essentiellement, vous voyez de la donnée KYC prévalidée arriver. Donc mécaniquement, il y a effectivement une sorte de contrôle invisible qui a été fait avant même que la donnée vous atteigne. Et puis après, vous pouvez la revérifier, poser des questions additionnelles au client, etc., etc. Mais il y a déjà une tâche invisible qui a déjà été performée avant même que vous touchiez la donnée. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, qui est quelque chose qu'on est en train de développer actuellement et que j'espère il sera disponible d'ici à la fin de l'année, c'est le concept de Smart KYC. C'est l'idée que même sans prendre en compte les autres banques qui sont sur notre réseau, la plateforme soit à même, en utilisant des modules d'intelligence artificielle, de faire ce qu'on appelle des compliance pre-checks avant même que la donnée soit partagée, que le KYC soit partagé sur la plateforme. Et on peut imaginer des tonnes de compliance pre-checks, des trucs de base, comme par exemple le document que vous avez uploadé est soit pas lisible, soit falsifié, enfin dans tous les cas il ne sera pas accepté par la banque, merci d'uploader un autre document, ce qui évite un aller-retour. Ou alors telle donnée pas compliant selon tel cadre juridique, ou alors va amener à des questions additionnelles de la banque et les voici, merci d'y répondre, encore une fois pour éviter des allers-retours. Ou des trucs un peu plus avancés comme des questions, des informations initiales sont rentrées dans le KYC, et grâce à notre accès à des myriades de bases de données, on peut enrichir le KYC sans aucune action manuelle, ou même éventuellement sur la base d'un risk assessment des données dans le KYC, adapter le modèle, le workflow de validation du KYC du côté de la banque. Donc il y a des tonnes de choses à faire qui, in fine, s'apparentent effectivement un peu à un contrôle invisible. Merci Philippe. Je me tourne vers Anne-Sophie pour lui poser la même question, mais vue sous l'angle des banques. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment réaliste de pouvoir atteindre le contrôle invisible? Et puis finalement, quels en seraient les risques ou les potentielles limites? Alors, totalement invisible, aujourd'hui, je ne sais pas. En revanche, clairement, beaucoup plus automatisé et intégré dans le process, oui. Au même titre qu'on vise la compliance by design, on doit viser l'intégration des contrôles dans les process. Et aujourd'hui, avec la digitalisation des process qu'on voit tous, l'intelligence artificielle, etc., on peut intégrer en automatique énormément de contrôles dans les process et supprimer tous les contrôles manuels qui existaient précédemment. Et au-delà d'intégrer les contrôles dans les process, la digitalisation donne aux établissements financiers l'accès à une mine de données. Et l'utilisation de ces données et les contrôles de cohérence entre ces données, le cross-check des données, permet aussi de faire énormément de contrôles qui étaient faits précédemment en manuel. Et je vais reprendre un exemple qui a été évoqué dans la table ronde précédemment sur la collecte de justificatifs. Par exemple, aujourd'hui, chez Nickel, on collecte très peu de justificatifs à l'entrée en relation pour nos clients.
Et par exemple, la vérification de la résidence du client, qui est demandée dans la réglementation, nous, on le fait en automatique, en croisant ce qu'a déclaré le client avec la localisation, par exemple, de ses transactions cartes, là où il fait des achats de proximité, là où il fait ses retraits cash, les lieux de connexion d'adresse IP sur son application client qui nous permet de vérifier dans quel secteur géographique il réside. Et donc ça simplifie le parcours client parce que le client n'a pas à fournir un justificatif. Et nous, finalement, ça nous sécurise plus parce que alors, le justificatif de domicile, c'est très simple à falsifier. En revanche, le lieu des transactions, bon, voilà, c'est pas falsifiable. Et ça évite aussi une intervention manuelle et donc ça libère du temps aux équipes commerciales. Merci beaucoup Anne-Sophie. Donc il y a un prérequis quand même, c'est la donnée. Voilà. Donc il en faut beaucoup. Il faut qu'elle soit exhaustive, de qualité, fiable. Est-ce qu'on est capable d'arriver à avoir justement ce niveau de qualité, d'exhaustivité suffisant pour soutenir les mécanismes de conformité intégrée? Et là, je pose la question à Jean et ce qui est fait au niveau de CASA à ce propos. Je partage complètement ce que tu viens de dire et c'est vrai que ça, quand on parle de contrôle, juste peut-être rappeler, c'est une lapalissade, mais il y a le sujet des contrôles pour les clients. Tu en as parlé tout à l'heure, et Anne-Sophie aussi, et toi aussi. Et il y a les contrôles qu'exercent les collaborateurs de la banque. Voilà. Donc il faut penser aux deux. Dans les deux, la qualité de la donnée est clé, ça c'est sûr. Par rapport aux clients, moi je pense que plus on ira vers de la coopération avec les données que détiennent les autorités, et plus on aura de la donnée de qualité et de la donnée qui permettra vraiment de demander beaucoup moins d'informations aux clients. Quand je parlais d'identité numérique européenne, et tu as parlé d'identité numérique, moi on a beaucoup d'espoir nous, dans ce projet-là au Crédit Agricole, et c'est pas de la science-fiction en plus, parce que la techno existe, enfin je veux dire, tu y reviendras peut-être tout à l'heure. On peut vraiment simplifier, mais à fond, les parcours de nos clients. Et puis, sur le sujet des collaborateurs, oui, il faut investir dans des bases data, il faut pouvoir calculer des KPI, des indicateurs tout de suite, et éviter de jouer des contrôles. Et là, on gagne en qualité des contrôles, et on gagne aussi en simplicité, en sécurisation de la banque. Et pour ça, effectivement, il faut investir dans la qualité de la donnée. C'est vital pour que derrière, on soit rassuré, quoi. Merci beaucoup, Jean. Donc là, je retombe sur mes pattes, parce que je reviens à ma question que j'ai un peu trop anticipée. Donc concernant finalement l'évolution des rôles entre la première et seconde ligne de défense. Anne-Sophie a déjà donné une partie de la réponse. Maintenant, je me tourne vers toi, Jean. Comment tu vois l'évolution du rôle de la première ligne de défense et puis l'équilibre qu'on va devoir trouver entre première et seconde ligne de défense? Peut-être j'enfonce d'abord une porte ouverte, c'est facile, mais pour dire que la conformité, c'est ultra opérationnel. C'est-à-dire que pour exercer ce métier-là, il faut comprendre les métiers, les business, il faut comprendre les activités et il faut vraiment rentrer dans les processus. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas rester, quand on est deuxième ligne de défense, c'est-à-dire ligne de contrôle, on ne peut pas rester tranquillement dans son bureau en écrivant des process, des procédures, et puis en les balançant, en espérant que finalement, à un moment donné, il y a des gens qui voudront bien réfléchir pour les implémenter correctement. Oui, donc ça, c'est un peu compliqué. Donc non, il faut déplacer son bureau, il faut bouger son bureau, il faut aller travailler en proximité avec le business, avec les métiers. Et en même temps, et là je reviens sur ce que tu disais, il faut garder son indépendance. Voilà. Parce que le rôle de la deuxième ligne de défense, c'est à un moment donné de pouvoir dire non, là, ce truc-là, on ne va pas le faire comme ça, c'est pas possible, c'est trop orthogonal avec la réglementation. Donc on va peut-être chercher des solutions, mais on ne va pas le faire comme vous le pensez là. Voilà. Et cette corde de rappel-là, il faut qu'elle reste. Donc il faut à la fois être en très grande proximité, orienté client avec le business, ça c'est vital, et en même temps garder toujours cette belle indépendance qui caractérise la deuxième ligne de défense. Voilà.
Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir aussi finalement faire évoluer nos façons de recruter la première et la seconde ligne de défense et du coup chercher de nouvelles compétences qu'ils n'ont pas aujourd'hui? Désolée, j'ajoute cette question. Mais là, Jean, quel est votre point de vue? Ah ton oui, point de moi vue, je pense pardon. que ça change beaucoup les profils. En tout cas, ça change beaucoup les profils. Deuxième ligne de défense, moi je ne veux pas faire de longue historique, mais c'est vrai que la conformité, on part beaucoup d'une base très juridique, hein, très liée au texte, et c'est très bien, il faut garder ça. Et de plus en plus, on a besoin de gens qui viennent du business, ça c'est un premier point, vraiment, et qui sont intéressés vraiment pour monter dans ce train un peu réglementaire. Et deuxième élément, et on en a parlé là tout de suite, et ce n'est que on parle beaucoup de ça aujourd'hui, il faut des personnes qui ont des profils techno, de plus en plus. Bon, on a, nous, une équipe de data scientists qui est dédiée à la conformité. On a gardé, et je sais que son patron est dans la salle, une EMOA intégrée pour la conformité, où il y a des gens qui savent parler technique, qui savent parler avec des informaticiens, qui savent monter des projets. Et ça, c'est clé. Voilà. Merci beaucoup. On ne peut pas clôturer la table ronde sans parler de l'aspect des coûts, le sujet qui fâche. Donc cette notion finalement de coût très important lié à ces transformations, la question qui se pose, est-ce que les gains potentiels de telles automatisations poussées à leur extrême justifient de tels investissements? Et là, je me tourne d'abord vers les RegTech. Donc là, Cyril, pourrais-tu nous donner des éléments de réponse? Alors nous, notre mission, c'est justement d'aider à aller chercher des retours sur investissement en proposant des nouveaux parcours, en proposant d'adresser de nouvelles populations, en proposant des parcours qui sont adaptés aussi aux nouvelles générations, et donc en digitalisant au maximum l'ensemble des process tout en restant conforme, ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est finalement accélérer le business de nos clients, donc notamment les établissements financiers, pour adresser une population de plus en plus en demande de services numériques et la capacité à souscrire des services de manière digitale. Les retours sur investissement sont forcément clés dans les... donc je parlais de taux de conversion tout à l'heure, hein, donc c'est des métriques qui sont regardées de près. Et puis, on a évoqué une évolution future qui existe déjà. D'ailleurs, hein, l'identité numérique, aujourd'hui, on propose des solutions qui permettent de stocker une identité qui est conforme à CPR, qui est de niveau substantiel, équivalente à un face-à-face, et qui permet aux acteurs financiers d'utiliser ces solutions pour proposer ces services-là, et qui propose encore moins de friction pour les utilisateurs. Donc, un retour sur investissement, un taux de conversion encore amélioré. Donc c'est notre rôle, en fait, finalement, pour répondre à ta question, de proposer des mécanismes, des solutions tirées parti, anticipées, pour pouvoir maximiser effectivement la rentabilité de ces investissements pour nos clients. Merci Cyril. Philippe, un mot sur ce sujet des coûts? Ouais. Alors moi, pour le coup, j'ai une vision assez claire là-dessus et qui, encore une fois, se repose également sur mon expérience d'avoir été responsable de la stratégie digitale et aussi de la roadmap d'implémentation digitale d'une banque, enfin, en l'occurrence UBS. Pour moi, quel compliance ou pas compliance, hein, d'ailleurs, un process manuel coûtera toujours beaucoup plus cher que la licence de la fintech, regtech ou de boîte de tech que vous voulez, qui amènera à le digitaliser. Ou alors sinon, ça veut dire que la licence de la boîte de tech en question a vraiment été pricée avec les pieds. Mais si c'est pricé correctement, ce sera toujours beaucoup moins cher. Je pense que pour moi, le problème, il est un peu ailleurs. Pour pouvoir digitaliser un process, il faut déjà avoir une notion assez claire de combien ça coûte, quels sont les volumes derrière, quels sont les FT, enfin les volumes de FT, la capacité requise derrière, pour pouvoir évaluer ça, le quantifier et se dire, ok, si je digitalise, ben, combien en hard cash je vais réussir à économiser. Et donc, je reviens sur le sujet du KYC. Nous, quand on pose une question très simple aux banques, hein, c'est combien vous coûte un KYC? C'est une question simple. Combien vous coûte un KYC? Les réponses qu'on a, c'est souvent, alors ça dépend du segment client, de la géographie, est-ce que c'est un initial onboarding ou alors une revue périodique, etc. Enfin, ok, mais combien ça vous coûte? En gros, un range, ce que vous voulez.
quand vous creusez, vous vous rendez compte que c'est très rare qu'une banque puisse mettre un chiffre même approximatif là-dessus. Nous, on a fait l'exercice avec un cabinet de conseil qui avait travaillé avec un wealth manager européen de taille intermédiaire. Ce qui en est sorti, c'est les chiffres suivants. C'est que, en gros, pour un initial onboarding pour ce wealth manager, pour un KYC, donc un nouveau client de wealth management, il faut entre 6 et 8 heures du front office, il faut entre 6 et 8 heures du support administratif et il faut entre 6 et 8 heures de la compliance. Quand vous comptez ça avec des salaires chargés du pays en question, ça fait grosso modo 1800 francs, enfin euros, pour l'onboarding initial. À l'onboarding initial, ensuite, il faut rajouter le fait que le client, si c'est un high-risk client, il est revu chaque année, il peut y avoir des rémunérations, etc. etc. Donc, sur tout le life cycle du client, alors encore une fois, je prends l'exemple d'un client de wealth management, mais sur tout le life cycle du client, les coûts associés, c'est plusieurs milliers d'euros, en fonction du temps où le client reste un client de la banque. Vous mettez ça à l'échelle de la banque, c'est des millions, des dizaines de millions, voire plus. Au sein de ces chiffres, 10 millions on va dire, la partie collecte de la donnée est de très 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 loin le building block qui coûte le plus cher. Si vous comparez donc ça à des licences, bon en l'occurrence je peux mentionner le prix des licences de Weekend Comply, mais ou alors de concurrents, c'est pareil, sont probablement en dizaines de milliers, voire 100 000 pour des très très gros clients par an, c'est une fraction infime du montant que vous pouvez potentiellement digitaliser. Donc pour moi, le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est plutôt que les grandes institutions financières, comme n'importe quelle grande entreprise, ça a des roadmaps de transformation digitale qui sont très très pleines. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une capacité de dev qui est limitée parce que c'est inhérent à ce genre d'institution et je l'ai expérimenté moi-même. Et du coup, notre rôle en tant que RegTech, FinTech, etc., c'est de les aider à développer des business cases probants pour faire en sorte de nous trouver une place dans ces roadmaps de transformation digitale, pour financer des intégrations, des budgets pour payer les licences, etc. etc., etc. Et je pense que c'est beaucoup plus ça le problème, le sujet à adresser, que le coût fondamental de licence de telle ou telle société de tech. Du point de vue de Crédit Agricole, est-ce que là, à l'heure actuelle, tous les investissements qui sont faits justifient finalement les gains potentiels qu'il peut y avoir sur tout ce que vous êtes en train de faire en termes d'innovation technologique? D'abord, moi je partage complètement, s'il y a un sujet hyper coûteux, volumineux, et enquiquinant, c'est tout ce qui est vraiment lié au KYC. C'est ça, rien que ça, c'est juste énorme. C'est l'éléphant au milieu de la pièce, quoi. Voilà. Bon, après, on pourrait décliner d'autres sujets, mais c'est vraiment clé. Alors, on parle de coût et c'est important. Moi, je voudrais juste revenir sur un concept avant, c'est celui de l'utilité, parce que en réalité, faire tout ce qu'on se dit là, c'est-à-dire, j'espère qu'on vous a un peu convaincu, mais de la compliance by design, c'est vraiment cette utilité qu'on cherche à avoir pour les clients, cette utilité qu'on cherche à avoir pour les collaborateurs et à la fin aussi pour la société, parce que en réalité, par exemple, le sujet de la connaissance client, ça permet de faire de la sécurité financière et puis de contribuer à mieux protéger les citoyens à la fin. Donc c'est ça qui quand même doit aussi nous animer. Mais si on reste sur le coût, il n'y a pas de match. Sur le KYC, par exemple, les investissements, les retours sur investissement sont très rapides. Très très rapide, aucun problème. Et puis il y a le sujet des coûts, mais il y a le sujet aussi des revenus. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui pour tous les établissements. Et tu en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les taux de perte en ligne sur de l'onboarding, toi aussi tu en as parlé. Et ben ça, c'est clé, quoi. Donc il y a le PNB aussi qui est là, qu'il faut regarder. Il y a ces éléments-là. Merci beaucoup, Jean. Du coup, si on arrive à ce fameux contrôle invisible, qu'on libère du temps à la première ligne de défense, qu'elle se reconcentre sur le business, la question qui vient, c'est est-ce que du coup la conformité ne serait-elle plus que l'affaire de la direction conformité? Et là, je pose la question à Anne-Sophie. Alors je dirais non, et même plutôt l'inverse, puisque effectivement le rôle de la conformité va rester primordial par ses procédures, ses positions, ses conseils vis-à-vis du métier.
En revanche, si on est dans un mode conformité by design, contrôle intégré dans les process, la conformité sera plus perçue comme une partie prenante de la conduite des activités et sera considérée par le métier comme un incontournable dont ils sont responsables et qu'ils intègrent au quotidien dans leurs activités. Et on le voit aujourd'hui sur tout ce qui est de protection de l'intérêt client. Dans le rôle d'un commercial aujourd'hui, il intègre d'office ces éléments, alors que précédemment, c'était peut-être moins intuitif. Aujourd'hui, ça fait partie de l'ADN d'un commercial de protéger l'intérêt de ses clients. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Pour conclure la table ronde, je vais vous poser une question assez ouverte et qui est, comme la table ronde précédente, un petit peu dans l'utopie, tournée vers l'avenir. Selon vous, quel serait, si vous devez en retenir qu'un seul, quel serait le plus grand changement dans la manière dont les institutions financières aborderaient la conformité d'ici à 10 ans? Et on va commencer dans l'ordre, et surtout honneur aux dames. Donc je redonne la parole à Anne-Sophie. Je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui, la conformité est devenue un incontournable et une partie prenante, comme j'ai dit tout à l'heure, de la conduite des activités. Et je pense que dans 10 ans, ce sera la même chose, mais en encore plus automatisé et encore plus natif, puisque tous les collaborateurs, dès leur entrée dans l'établissement, auront cet ADN et cette culture. Jean ? À 10 ans, moi je dirais que les établissements financiers qui seront toujours présents devront faire de la conformité un avantage concurrentiel ou en tout cas un argument auprès des clients et de la société de confiance. Parce que au fond, dans ces métiers de l'argent, comme dans d'autres, mais en particulier ceux-là, ce qui est clé, c'est la confiance. Voilà. Merci Cyril. Eh bien, donc à 10 ans, on aura, je pense, atteint sur la partie toujours vérification de la personne physique et de son identité, la capacité de proposer des contrôles complètement invisibles qui permettront, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean, de proposer des services conformes qui améliorent la compétitivité de nos clients. Merci Cyril. Et Philippe, pour finir. Oui. Alors, moi, sur un sujet peut-être moins technologique, mais qui avait un peu abordé les gens tout à l'heure, je pense qu'il y a un sujet RH, qui est un peu quels sont les attributs, les qualités d'un bon employé d'une fonction de conformité dans 10 ans, que ça soit entry level ou senior managing director, global head of compliance, etc. Et je pense que c'est une vraie question à se poser parce que, in fine, la digitalisation, ça change aussi la nature des employés qui travaillent dans un département. Juste pour vous donner un exemple, moi à la base, je viens du métier du trading. J'ai commencé ma carrière chez Euronext. Je pense que les gens qui travaillent dans le monde de la bourse, ils ont été confrontés à la digitalisation du monde du trading. À l'époque, dans toutes les grandes banques, il y avait des desks d'actions, dérivés actions, etc. Maintenant, il y a toujours des traders manuels, mais il y en a quand même beaucoup moins. En revanche, il y a des métiers qui ont émergé de trading électronique où des responsables de desk de trading électronique, ils ne travaillent pas des ordres manuellement. En revanche, ils proposent à leurs clients, hedge funds, asset managers, des stratégies d'exécution en utilisant des algorithmes d'exécution, des smart order routers, etc., pour slice and dice un ordre et le diffuser sur des tonnes de places de marché différentes, réglementées ou places de marché alternatives. Et donc, ces gens-là, ils ont des profils très, très différents. De la même manière, je pense que le compliance officer de l'avenir, il aura probablement un focus sur des tâches beaucoup plus à valeur ajoutée, il aura un rôle beaucoup plus stratégique et il aura une appétence pour la technologie et pour comprendre comment sa fonction peut évoluer grâce à la technologie beaucoup plus forte. Donc en fait, il y a un sujet RH, de job description, etc., qui je pense est assez fort. Merci infiniment Philippe. Donc cette table ronde touche à sa fin. Donc on comprend bien qu'une conformité intégrée permettrait d'avoir quand même un réel avantage compétitif pour toutes les institutions financières, potentiellement des gains aussi parce qu'on simplifie les parcours clients, on redonne du temps aux opérationnels, donc la capacité à faire plus de business, une évolution certaine des rôles et des profils de la première et de la seconde ligne de défense,
Sous-tendu tout ça, évidemment, d'arriver à avoir une donnée qui permette d'automatiser en masse. Mais au regard de la table ronde précédente et de ce qu'on s'est dit, on est dans les clous. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et je cède le micro.